tout un immense privilège de l'avoir avec nous dans Nature et Conscience. D'où est-ce que vous tiriez votre force? Comment est-ce que vous parveniez à pouvoir vous imposer ou frayer un chemin parmi peut-être ces hommes qui peut-être vous faisaient obstacle? Oh, je pense que c'est très simple. J'ai choisi une discipline qui n'intéressait personne. Ah oui, la biologie. Ah, d'accord. En 77, quand j'ai choisi de faire oui, c'est bon, vous le rapprochez. de la microbiologie, et personne ne faisait de la microbiologie. C'était ringard, hein, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Les gens faisaient de la pédiatrie, de la gynécologie, de la chirurgie, etc. Mais faire du laboratoire, c'était pas la mode. Hein. Ouais. Donc, j'ai choisi cette option grâce à un collègue qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas faire cette spécialité ?» Je suis parti. Et vraiment, je ne le regrette pas aujourd'hui. J'ai fait une très belle carrière. Et surtout, j'ai découvert un monde, le monde des micro-organismes, oui, qui est un monde qui a une importance colossale dans la vie de tout le monde. Donc, vraiment, je ne regrette pas mon choix. Ben voilà. Alors, on sait très bien, professeur, que nous sommes frappés par beaucoup de pathologies. D'accord? Nous sommes très malades. Si parfois nous sommes même bien portants, nous sommes des malades potentiels. D'accord? Et justement, en tant que directrice, est-ce que vous pensez qu'on serait moins malade? On serait moins malade si on était en phase avec la nature? Alors, je vous dirais oui. Et puis, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le film En quête de sens. Et j'ai aussi beaucoup apprécié l'intervention qui a été faite sur la déforestation du Cavali. Parce que la plupart des pathologies que nous avons actuellement, que ce soit les pathologies infectieuses ou les pathologies non infectieuses, c'est nous les hommes qui les créons. Quand on fait la déforestation, ben on fait sortir des agents infectieux de la forêt qui viennent maintenant au contact de l'homme. Oui. Et dans la région de Bois-Flé, pour donner que cet exemple, justement à cause de la déforestation, les villageois se plaignent que les chauves-souris, maintenant, viennent dans leur maison. D'accord. Elles viennent dormir, si on peut dire ça comme ça, dans leur maison. Parce qu'elles n'ont plus d'habitat naturel où elles peuvent se reposer. Mais seulement, ce qu'on oublie de dire, la chauve-souris n'est jamais malade, mais elle porte énormément d'agents infectieux. Oui. Et donc, actuellement, on a une épidémie due au virus de la dengue. Et c'est nous qui avons fait ce genre c'est nous qui continuons de faire ce genre de choses en faisant la déforestation. Donc, les arbres, les plantes, c'est une nécessité pour la vie humaine. C'est sûr, c'est sûr. Oui, et je pense d'ailleurs que vous, en créant ce jardin d'Éden, en transformant ce terrain de sable et ce champ de cocotiers, vous êtes en train de dire certainement qu'il faut que je repousse les lignes de la maladie, de ce que l'homme est en train de créer. Oui, ça me fait un peu sourire. C'est Anaïs et François qui parlent de mon jardin d'Éden. C'est un jardin, hein, tout simplement. Effectivement, c'est une cocoterie. Oui. Et par définition, les cocoteries, le sol est pauvre. Puisque le cocotier est un arbre qui prend beaucoup dans le sol. Mais il est possible de faire, quand même, de cultiver sous les cocotiers. Il faut juste le vouloir, il faut trouver des astuces de planting, etc. C'est ce que nous avons fait. Et après, la nature, comme plusieurs intervenants l'ont dit, c'est la nature elle-même qui fait le cycle, n'est-ce pas? Elle-même, et les feuilles tombent, etc. Et vous avez... et petit à petit, on a une recolonisation, tout simplement, de cet écosystème. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire, effectivement, partout hein, où on est. On peut le faire simplement. Alors comment vous vous sentez quand vous recevez des visiteurs dans ce jardin d'Éden? D'accord? Comment vous vous sentez quand vous voyez l'émerveillement de ces visiteurs qui se laissent emporter et qui voient comment vous êtes parvenu à créer donc cet écosystème-là dans ce qui était avant donc un champ de cocotiers? C'est les visiteurs qui m'ont fait prendre conscience que c'était joli. Ah ouais. Sinon, c'était plutôt pour des raisons
un peu personnel que nous avions fait ça, mais progressivement, j'ai vu effectivement l'intérêt des gens. Et surtout l'intérêt des enfants, parce qu'il y a des enfants qui viennent visiter et ils découvrent beaucoup de choses, et ils sont émerveillés. Et donc vraiment la joie de ces enfants-là, pour moi c'est une joie vraiment, ça me va droit au cœur. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc je pense que chacun peut dans son espace créer quelque chose. Et je voudrais quand même dire, nous avons, dans l'espace où nous vivons, nous avons beaucoup d'enfants en bas âge. Oui. Mais les enfants en bas âge, là, ils respectent les arbres, ils respectent les fleurs, ils respectent les plantes. Pourtant, ils sont tout petits, ils ont 1 an, 2 ans, mais ils respectent. Je pense qu'ils respectent parce qu'ils nous voient, nous, soigner ces fleurs, ces plantes, etc. Ils nous voient, nous, respecter la nature. Donc, ils nous imitent, en fait, dans le respect de la nature. Donc, il y a aussi ce volet éducatif-là qui, je pense, est très important. Je pense que mon père m'a transmis ça, le respect des arbres et des plantes. Oui. Il était très rigoureux sur ça. Oui. Et je pense que c'est facile à transmettre à des enfants. Plus on va transmettre à des enfants, plus on pourra progressivement aider à sauvegarder la planète. C'est sûr, c'est sûr. On se rend bien compte que peut-être ce que vous êtes parvenu à faire aujourd'hui, c'est grâce à cette transmission. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a peut-être rupture dans la transmission aujourd'hui? Est-ce que les parents d'aujourd'hui ont conscience qu'il faut transmettre aux enfants désormais le sens de la nature, si eux-mêmes encore, ils ont ce sens-là? Oui, je pense que c'est une prise de conscience, mais je pense qu'on est des sessions de sensibilisation comme ce soir sont aussi des outils pour prendre conscience que la nature, on en a tous besoin et qu'il faut apprendre à la préserver. Je pense que c'est ça. Je félicite les organisateurs, vous-même aussi, en tant que journaliste. Merci. Merci, pour professeur. votre mobilisation, c'est très important. Alors peut-être un dernier message, qu'est-ce que vous pourrez dire justement à tout le monde pour qu'on puisse peut-être avoir en nous l'envie, pas forcément de faire comme vous, mais de tenter. Donc moi, ce que je pourrais peut-être dire aux jeunes, il y en a un certain nombre dans la salle, ça a été dit plusieurs fois dans le film, et ça a été dit aussi par les intervenants, il faut rêver. Quand on a 20 ans, il faut rêver. Il faut rêver, il faut croire à ses rêves. Il n'y a pas de petits rêves et de grands rêves. Il y a des rêves tout simplement. Vous allez commencer votre rêve, vous allez trébucher, vous allez tomber, il faut vous relever. Vous allez pouvoir réaliser votre rêve, et en réalisant votre rêve, vous allez vous épanouir personnellement. Donc, et il y a peut-être 2 choses que je souhaiterais dire, je répète ça souvent. Le savoir, la connaissance, personne n'est propriétaire. Donc si vous faites l'acquisition de savoir et de connaissances, vous avez obligation, vous aussi, de transmettre à ceux qui vous suivent. Et le 2e petit conseil, vos aînés, ils ont des expériences. Utilisez ces expériences pour avancer plus vite et pour faire mieux. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Et c'est nous qui vous remercions, professeur Dosson.